Bonjour à tous, merci d'accueillir aujourd'hui Pierre Ness pour débriefer de son livre The New Model, donc sur l'organisation agile. Pierre, bienvenue sur ce podcast sur l'organisation agile. Est-ce que tu peux te présenter? Pierre Nice, franco-allemand, curieux par l'agilité, chercheur en organisation depuis une vingtaine d'années. Euh, j'ai créé quelques trucs assez sympas qui fonctionnent relativement bien. Je teste beaucoup de choses et j'adore interagir avec les gens. Et d'abord je teste et après j'écris. Donc, j'ai fait quelques bouquins qui sont plutôt des outils plus au marketing. Le premier, c'était plutôt un bouquin qui était une forme de mise en abîme, met en place les concepts et après, ça devient beaucoup plus pratique. Mon background, moi, je viens du développement de produits à la base de l'industrie il y a longtemps. J'étais dans le lean, coach lean, dans la finance aussi. Et après, j'ai découvert l'agile et je suis là-dedans depuis 17 ans presque. On se connaît depuis longtemps, hein. Tu étais Ouais. un des premiers relecteurs de mon livre sur le Kanban pour l'IT, et puis on a monté ensemble la conférence Lean Kanban France qui est devenue Ouais. Focon. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on se côtoie. Là aujourd'hui, cet échange, elle porte sur ton livre, sur l'agile organisation, l'organisation agile, The New Normal, The New Normal. comme tu l'as appelé. Dans ce livre, qui était passionnant, je l'ai lu en 3 jours, commence par un gros travail sur la définition de l'agilité. Ouais. Et ce serait quoi aujourd'hui ta définition ultime de l'entreprise agile, hein? Pas de l'agilité, mais de l'entreprise agile. Alors déjà, la question qui se pose, c'est pourquoi il faut définir? Parce qu'il y a plein de compréhensions différentes. Moi, j'étais très, très, très souvent sur des grosses transformations, c'est-à-dire toute l'entreprise, pas uniquement Ouais. l'IT. Et les gens disent, ouais, mais l'agile, c'est pour l'IT. Je dis, ouais, non. Après, j'ai travaillé sur Enterprise Scrum avec Mike, il y a un bout de temps, avant qu'il décède. Et on a essayé de définir ce que c'est. Et moi, j'avais quand même, bon, j'avais des biais. J'étais systématicien à la base. Mhm. Et tu disais, bon, attends, nous, ce qu'on parle ici, quand tu regardes Scrum, je dis, mais Scrum donc pour l'IT, ouais. Mais tu dis, non, mais c'est un modèle organisationnel de base qui est appliqué dans le domaine de l'IT parce qu'à l'époque, bon, faut pas se cacher, hein, tout le monde n'avait rien à foutre de l'IT. Et nous, ouais, je veux dire, nous aussi, j'en fais partie, on voulait exister. Ouais. Et comme il y avait les grosses conversations encore, tu sais, l'agile est mort, vive l'agilité. Je travaille beaucoup dans les environnements anglo-saxons depuis longtemps. Donc, c'est aussi pour ça que le livre est en anglais. Ouais. Alors, les gars, ils viennent, oui, mais nous, on appelle ça agility. Je dis, écoute, je suis désolé, mais moi, le premier client qui m'a téléphoné, ah, vous faites aussi de l'agility, je peux venir avec mon chien. Et là, je dis, c'est pas ça. Après, il y avait le débat, ouais, mais c'est pas un nom, c'est un adjectif. Je dis, à l'époque, oui, mais c'est devenu quelque chose d'autre. Donc, c'est également mon hypothèse de départ sur un peu ma recherche. Donc, je dis, mais si j'exclus les méthodes et les outils de l'équation, c'est pour ça que j'ai fait cette démonstration dans le livre sur les approches, sur les sagesses d'Aristote qui disait il y a la sagesse de fer qui est poésis, la sagesse de la méthode et des outils qui est Osos et qui est la sagesse de savoir-faire à quel moment, qui est Kéros. Si en fin de compte, nous, notre job en tant que coach, il faut qu'on s'occupe du Kéros, pas de la méthode. Il faut qu'on puisse adapter n'importe quelle méthode dans quel contexte pour avoir Mhm. quelque chose. Et il faut faire, hein. Et les méthodes et les outils, c'est vraiment secondaire. Beaucoup de gens le pensent, le disent, je dis, ouais, mais attends, on s'en fout, mais je dis, ah, ben ça, c'est intéressant. Et donc, j'ai gratté un petit peu cette orientation-là. Je dis, moi, faut qu'à un moment donné, si je veux être clair dans ma démonstration, il faut que je mette une hypothèse forte. Donc, j'ai défini, ben, qu'est-ce que c'est l'agile? Pour l'instant, toujours pas challengé. J'attends. Il faut quoi être costaud, hein. Mais j'attends. Pour moi, donc, ma définition de l'agilité, c'est la nature de l'interaction des agents dans un système. Donc, grosso modo, c'est comment les gens communiquent. Là, je me base sur la théorie de la nuée, ou flocking behavior, une approche qui est faite par Boyd, qui est utilisée pour des flux migratoires, des choses comme ça. Et tu te rends compte que si tu nous compares à des oiseaux ou des fourmis, le côté, tu sais, le côté animal qu'on a en nous, Mhm.
Si tu mets dans une cage, je suis dans une cage, dans un groupe, si j'ai une personne qui est agile dans un groupe, mon groupe n'est pas forcément agile. Mais si la dynamique de mon groupe est agile, la personne qui est dans mon groupe peut être n'importe qui elle veut. Et je me dis, ça c'est donc la logique donc, qui a... Ok. Voilà. C'est ce que j'avais retenu, hein, parce que tu proposes différentes choses, mais moi j'avais retenu l'agile comme la dynamique du système, donc c'est une manière de le dire aussi. Il y a un point que je mets aussi, c'est ce qu'on appelle une approche sense-making. Ouais. Alors, une approche qui fait sens, mais le sense-making en système est très particulier. Et là, c'est Snowden dans Kinefin qui avait expliqué. Euh, dans les méthodes, dans le management scientifique, ce qu'on appelle le taylorisme, Mm. ou dans l'approche systémique, où dont Lean fait partie, on a ce qu'on appelle les patterns qui précèdent les data. Donc, on essaie d'analyser les choses, on définit un point, on met une liste très longue, et après, on donne à faire faire. On sent très bien au fond de nous-mêmes, il y a un truc qui va pas trop. Et l'approche qui est une approche plus dans une dynamique complexe. Dynamique complexe, c'est beaucoup plus comme dans la recherche. Et là où tu dis, on veut accumuler un nombre de données, un maximum de maximiser le nombre de données. Et ensuite, de temps à autre, faire des points de situation, tu dis, mais c'est quoi les systèmes émergents? Mm. En fin de compte, notre dynamique est sur ce levier-là. Donc, il faut qu'on puisse voir. Donc, et à partir de là, bah, il y a tout qui découle. Pour les origines du modèle, enfin, comment dire, les briques sur lesquelles tu Ouais. as construit ça, donc tu as parlé de Kinefin. Ouais. J'avais bien noté aussi que c'était un de tes points de départ, mais toi, tu as une approche, une vision particulière de ce modèle, avec l'approche dynamique. Ouais. Alors, ça, c'est toute une histoire. Courte. Ouais, on va la faire courte. Kinefin, j'étais à la formation Kinefin le jour après du premier Scrum Day en France. J'étais au Scrum Day à Paris pour le premier, et après je suis parti, j'ai pris l'avion, j'étais à Francfort, et on était, je crois, à 5 ou 6 dans une chambre, dans une petite pièce d'hôtel avec Dave Snowden qui nous expliquait Kinefin. Et comme d'habitude, je me suis dit, mais c'est complètement débile ce truc-là. Et après, il y a ma tête qui commence à gamberger. Je dis, Et après, je me dis, mais il y a autre chose. À un moment donné, il montre un truc, qui est le schéma d'apprentissage. Et après, là, je dis, et il part très vite sur sa démonstration. Et je dis, ouais, c'est bien, c'est intéressant, en fin de compte. Il voulait sortir d'un modèle de catégorisation, mais pour moi, ça reste un modèle de Bah, catégorisation c'est clair, ouais. intéressant. Ouais, c'est clair. L'angle est assez intéressant Mm. parce que je trouvais qu'il permettait d'expliquer relativement simplement ce que c'était le côté complexe, le côté compliqué, mais il s'intéressait pas trop au au chaos, que je Mhm. trouve très intéressant. Et après, le côté simple. J'ai trouvé ça, non, c'est statique. À un moment donné, j'ai fait un post sur LinkedIn. J'ai dit, ben voilà, comment on devrait appliquer Kinefin. Oh putain, là j'ai eu des feedbacks, j'ai dit, ouais, tu peux pas dire ça, papa, papa, mais c'est t'as Snowball qui arrive à dire, c'est quoi ce truc-là, papa, papa, moi j'ai dit, ah, quand même, et à un moment donné, d'abord il dit, c'est quoi ce truc-là, et après il dit, j'explique, il dit, ok, ok. Après je me dis, moi, l'intérêt, c'est pas de créer une polémique, aucun intérêt, parce que c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Je dis, bon, ben, je l'appelle Agile System Dynamics. Et les gens qui l'appellent Agile Dynamics, j'explique qu'est-ce que c'est l'agile en expliquant la dynamique. Et comment tu passes d'un élément à l'autre. Et du coup, tu expliques le leadership, pourquoi que si tu arrives dans une dynamique complexe, on est dans la partie co-création, qu'il faut passer par le chaos, parce que le chaos, c'est le moment où toi, tu vas apporter ta pierre à l'édifice. Et si si chaque partie n'apporte pas son élément propre, on appelle ça en coach, on va dire ton high dream qui puis est lié au common purpose, au big dream de Mhm. l'équipe, tu auras une disruption. Nous, ce qu'on veut, une dynamique. Donc, tu sais que tu arrives à la faire fonctionner comme ça. Et après, pour les leaders, pour le leadership dans la complexité, ben, comment je peux diriger des gens qui sont autogérés? C'est, alors, les gars, ils vont réagir par rapport à ça, mais ils vont super contrôler. Ben, tu contrôles que dalle, parce qu'en fin de compte, tu casses. Parce que le système est malheureusement fragile. C'est Mhm. que dès que tu commences un truc, les gens vont se mettre en arrière et bon, on va analyser le truc. Donc, tu arrives sur le côté complexe. On explique comment faire, j'explique surtout aux coachs que leur job, c'est regarder quelle est la dynamique et faire en sorte que on s'arrête à un endroit donné, ou on rebascule la loupe, ou à quel moment on fait sortir les leaders, des choses comme ça. Et après, je tombe sur des livres.
les gens des maîtres à penser, malheureusement en allemand, qui est celui-là. Mhm. Je ne connais pas, ouais, mais Ah ouais, mais tu c'est... y fais référence, ouais. Ah ouais, parce que je trouve qu'on n'en fait pas assez référence. Bah, il est en allemand. Ouais, il a un allemand et une version anglaise que tu trouves dans les publications des MIT et de Harvard Business. Il a principalement écrit en allemand, c'est la référence. Je suis désolé, les formations cales, c'est gentil, mais c'est de la distraction. Ok. Là, c'est vraiment du hardcore, du style comportement, comment je dois être en tant que dirigeant, parce qu'il faut que je change mon comportement pour permettre cette co-création qui fait en sorte que mon entreprise devienne ce qu'on appelle en anglais responsive, Ouais. donc réactive dans le côté positif. Ouais. Hein. On va réagir par rapport à ce qui se passe aux alentours, au lieu d'être quelquement uniquement sous contrôle. Hmm. Super. Donc, en fait, ce point de vue dynamique du modèle Kinefin, il rejoint bien ta définition de l'agilité comme la dynamique du système, donc tout est cohérent. Et puis, bah, tu parlais de responsive. En Ouais, termes de capacité d'entreprise, moi j'ai retenu que tu voulais passer d'un système robuste à résilient. ouais. Et puis, tu es plutôt du côté du responsive, donc réactive, plutôt que proactif avec l'innovation. Alors, l'innovation est un effet de bord. Ouais, c'est ça. C'est pas ce qui est recherché fondamentalement. Ouais, mais ça aide quand même, parce que là, on va rentrer dans les détails, on va rentrer en plus profond. Par exemple, le côté sur, on est sur une dynamique qui est principalement ce qu'on est complexe dans la dynamique. Pour ceux qui connaissent ici un peu modèle Kinefin, où le principe, c'est on est vraiment dans cette co-création, cette dynamique-là, comme dans un laboratoire, Hmm. hein, dans une réaction. Donc, si j'augmente un contrôle, on bloque le système, on revient. On a les systèmes donc linéaires et les systèmes non linéaires. Le souci, c'est qu'un système linéaire, on va, comme dans Lean, on va réduire la variabilité dans le système. Parce qu'on veut créer une usine. Hmm. Le problème, ça marche même plus dans les usines. Pourquoi on le fait dans l'IT? Même les usines, quand j'ai interagi avec des centres de recherche ici sur les nouvelles méthodes de fonctionnement, ce qu'on appelle les smart factories ou les 5G, des choses comme ça, eux, ils sont beaucoup plus agiles que l'IT. Alors là, tu dis, je suis stupide. Mais tu reviens sur ces modèles-là, donc ce modèle linéaire, on veut réduire la variabilité, mais un modèle non linéaire qui est principalement complexe, il faut qu'on augmente la diversité. Hmm. Et donc, du coup, bah, l'innovation est importante. C'est-à-dire, bah, tu as l'innovation, tu as la créativité, et tu vas apporter des choses qui t'obligent à penser en dehors de ton schéma classique Mhm. pour, euh, pour, pour te donner des idées. Donc, en fin de compte, l'innovation, elle est permanente. Donc, quand je travaille avec des gens, j'ai des collègues avec qui je travaille, ce sont des experts en innovation. On parle du même truc, hein, sauf avec leur angle, ben nous, ce qu'on veut faire, on veut innover. Donc, par exemple, l'objectif de la dynamique, c'est l'innovation. Mhm. Et tu vois ensuite l'objectif de ton entreprise, ça peut être si tu fais de l'asset management, tu travailles avec l'asset management dans les banques, les gestion des actifs, Ouais. eux, la valeur ajoutée, ils s'en tamponnent, eux, ils veulent réduire le risque. Donc, l'angle, c'est réduction du risque. Donc, quand tu dis, tu as un centre de recherche, beaucoup de centres de recherche, ils disent, ouais, mais comment ça marche l'agile chez nous? Tu peux faire. Je dis, ouais, mais toi, votre problème, c'est que vous avez des chercheurs, eux, ils doivent rester fous et dans leur bulle. Si tu les contrôles, ils vont plus rechercher. Et le problème, et toi, tu es directeur de recherche, tu es obligé d'apporter des résultats. Et dans le modèle que tu as, c'est une équation impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, bah, tu as une partie qui est la recherche, on va garder la dynamique, et de l'autre côté, tu vas apporter les gens qui sont dans le développement, tu les fais venir une fois par mois, vous faites un grand show, colonisation croisée, eux doivent venir piquer les idées, et du coup, tu peux avoir ton retour sur cette... Mais donc, par rapport aux angles, par rapport à la dynamique là, tu peux caler, bah, je mets un peu plus d'accent sur la droite, plutôt sur la gauche, mais tu vois que cette diversité, il la faut toujours. Hmm. Donc, tu as forcément ce qu'on appelle de l'innovation émergente, qui vient de l'amélioration continue. Mhm. Hein, donc, ce que dirait Snowden des moments of exaptation, c'est le côté je prends le truc, je le tords dans l'autre sens, je l'utilise dans un autre contexte. Le côté géo trouve tout. Ouais, ouais, on va être très bon avec ça. Et tu as les gens qui vont en venir avec des grandes idées. Et tu peux parce que tu as cette dynamique-là. Super.
C'est intéressant parce que bon, on va rentrer dans ton modèle parce Ouais, que et on reviendra sur la partie recherche parce que tu la mets un petit peu. Enfin, moi j'ai compris qu'elle avait une place un petit peu à part, mais c'est ce que tu expliques là encore. ouais, Et on rentre dans le vif du sujet de ton modèle d'organisation agile. ouais. J'ai vu quelques fondamentaux sur lesquels tu t'appuies. Euh, Alors, dans ton livre, tu expliques bien, il y a différentes phases, il y a des transitions, Ouais. tu donnes la manière d'y arriver, mais si on se met à la cible, juste pour visualiser, donc comment tu définirais ton modèle? Voilà. Le modèle organisation de cible, Ouais. ok, c'est-à-dire que c'est une plateforme. Une Alors, entreprise à la fin est une plateforme avec qui permet de l'interaction et des négociations, des deals entre différentes équipes, différents projets. et c'est une organisation plateforme au sens vraiment le modèle plateforme de certaines startups qui, comment dire, qui ont des communautés à mettre en contact ou non, Je connais pas ces modèles-là, mais D'accord. un modèle exemple assez connu, c'est Airbnb. Oui, c'est Euh, ça, ouais, d'accord. voilà, donc tu as une plateforme où tu permets d'avoir du deal. Ouais, Donc il faut ok. des gens qui permettent de définir c'est quoi mon minimum setup qui définit le nom de la plateforme. Ouais. Grosso modo, qu'est-ce qui va me permettre de dire que c'est encore Airbnb? Ensuite, j'ai les transactions entre acheteurs et vendeurs. Et j'ai les gens qui vont maintenir la plateforme. Et donc les transactions entre acheteurs et vendeurs, pour toi, enfin, si je comprends bien ce que j'avais en tête une autre définition de ton modèle, mais on Ouais, va faut- la confronter. De toute façon, je l'ai lu, donc je l'ai pas inventé. Entre acheteurs et vendeurs, c'est entre les équipes qui vont s'échanger des services ou ce genre de choses, c'est ça? ouais, ça peut être les équipes, mais ça peut également être des partenaires qui rentrent. Ouais, ok. Quand on a fait, par exemple, un design, Oui, oui, je j'avais, comprends. Ouais. j'ai contribué au redesign de BNP Paribas, Hmm, le groupe. Il y avait une partie sur les projets de digitalisation où on avait interviewé des startups. C'est d'accord. que tu recrutes des startups aussi, d'équipes. Donc Hmm, tu peux avoir les intervenants peuvent être polymorphes. ouais, ouais. Oui, donc ça c'est le principe des entreprises ouvertes effectivement qui interagissent de la même manière avec ces équipes internes que Ouais. d'entreprises externes qui sont des partenaires, etc., quoi. Pour Donc arriver à ça, le modèle part du principe que chaque équipe fonctionne comme une startup interne autonome. c'est ça. En fait, la définition que j'avais retenue, moi, c'est un réseau d'équipes autonomes qui interagissent comme enfin qui agissent comme des mini startups internes. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, en fait, quand on a cette définition, c'est assez intéressant. Moi, ça me pose plein de questions, évidemment. Ouais, Mais on va faire un tout petit détour par l'agilité. En fait, à te lire, on est quand même plus proche des réflexions de type sociocratie des, que les réflexions ou les solutions que nous proposent les frameworks d'agilité à l'échelle. c'est les frameworks d'agilité à l'échelle, je leur dis merci, parce elles me font T'as mis une vivre. belle Hein. perche, hein? Alors, elles me font vivre. Hein. Alors, je veux dire, non, 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 mais je dirais, est-ce qu'il y a des modèles qui fonctionnent relativement bien? Celles qui fonctionnent le plus safe, ça marche pas du tout. Parce Ouais, que je voulais avoir plus ton avis sur l'ES que sur laisse, Safe. tu parles de la prise de tête que j'ai avec Bass, Non, non, je te un parle parce classique. que je te parle pas de tes C'est- prises de tête parce qu'elles sont régulières. Je te parle vraiment plutôt de ce que tu as écrit dans ton livre. c'est intéressant parce que je m'étais intéressé. Je trouve que je remets Bas Vodde et Craig Larman, c'était quand même parmi les premiers à réfléchir là-dessus. Ils avaient commencé, bon, le modèle devait être lean, qui était à Mm. l'époque acceptable par tous parce qu'on n'avait peut-être pas la possibilité de se projeter aussi loin. Et là, je dis bravo. Ouais. Après, sur l'Est, c'est pas mauvais hein, dans l'absolu. Pour te dire, quand on check-in, on s'était rencontrés à la Coronne il y a 2 ans, 3 ans. On s'est taquiné, mais vraiment taquiné. Hein. Lui, il a peut-être mal pris. Moi, j'ai rigolé parce que j'ai dit, mais sur un point de détail, à savoir que il peut y avoir un product owner pour plusieurs équipes, je dis, non-sens. C'est pas logique cette affaire. Parce que moi, dans ma tête, c'est une équipe est complètement autonome. Oui, oui, Ouais. c'est ça. C'est en fait par rapport à ton modèle, tout est cohérent, mais par rapport au sien, c'est cohérent, mais les deux se comprennent pas, enfin, n'ont pas Mais forcément de je, perspective.
Mais grosso modo, si j'ai, grosso modo, après, j'ai quand même un modèle d'évolution hein, dedans Oui, qui, oui. qui explique que c'est pas l'objectif du modèle en plateforme, c'est simplement expliquer voilà jusqu'où on peut aller. Hmm. Il y a des modèles intermédiaires qui permettent de définir. J'ai plein de banques qui me disent non, nous c'est too much, on va s'arrêter au milieu. Et là, Ouais, on va dire il y a une approche où il y a un peu plus de lean. Et là, je recommanderais Less ou d'accord. Scrum at Scale. Ouais. Less si on est très lean, ou j'ai pas envie de venir dans l'argumentation, on va mettre du lean, je dis non, on prend plutôt du less. Ouais. Le less est plus lean, D'accord. et ce qui est un peu compréhensible vu leur background, hein, Hmm. et c'est pas mauvais. Euh, Intéressant. Ouais. Scrum at Scale est un peu plus ouvert. Le plus utilisé, c'est Safe, mais en fin de compte, ça ne l'est pas. C'est un truc qui s'appelle Agile at Scale qui est plus utilisé, Hmm. qui est pas inintéressant, mais le problème à nouveau, c'est erreur dans l'exécution. C'est D'accord. qu'on va créer des tribes et des choses comme ça pour remplacer les silos fonctionnels. Et en fin de compte, les silos fonctionnels ne sont plus silos fonctionnels, ça devient des tribes. Parce que c'est torturé. J'essaie de trouver des phrases qui choquent un petit peu, mais plus pas pour embêter, mais pour éveiller la curiosité. Et ils se rendent compte, je dis, OK, donc vous voulez qu'on investisse beaucoup d'argent sur des modèles non productifs? Vous Parce que, passez d'un silo d'un mode de silo à un autre mode de silo. ouais, mais ouais, mais c'est notre propre limitation, tu vois. On Hmm. a beaucoup de collègues qui arrivent, on va implémenter comme on fait dans l'informatique. Je dis, ouais, mais dis-toi bien que l'informatique, ça permet de révéler la structure organisationnelle. C'est dans l'autre sens. C'est un révélateur du flux, des flux dans l'entreprise, c'est au bout du value stream de l'entreprise, et on va s'organiser tout dans le value stream. Ok, on va revenir sur des points là, parce que. Mais avant, il y a une bonne partie finalement de ta réflexion et du livre aussi sur la différence entre structure et organisation, c'est Hein. la différence que tu fais. Euh, est-ce que tu peux en parler? Et puis après, je Ouais. rebondirai dessus. Ça permet de décoder plein de choses. Moi, je m'étais souvenu d'avoir lu ça à la fin des années 90. J'avais interagi avec McKinsey, c'est les chercheurs de McKinsey qui avaient créé ça, ont créé leur modèle de transformation. Et structure n'est pas organisation. Je sais il y avait trois noms, dont l'un c'était Waterman. Et ils ont expliqué que, en fin de compte, structure, c'est la pyramide organisationnelle. Hmm, C'est dans une structure, je suis senior manager, je peux devenir directeur associé, ensuite directeur, etc. C'est ma progression de carrière. hmm. Et c'est la structure de contrôle qui également permet de réguler l'entreprise. Mais c'est pas là où tu fais l'argent. Il disait, là, on fait l'argent, c'est les projets que je fais avec mes clients. Hmm. Et on n'est plus dans cette structure. C'est On dépend. l'organisation. Ouais. Donc, les organisations. Donc, du coup, il y avait cette ratio-là. La chose où je suis venu avec, dans mon concept, c'est dit, voilà, on va essayer d'identifier la structure, on va identifier qu'est-ce qu'est l'organisation. Et après, on essaie de minimiser un petit peu la structure et augmenter un peu plus l'organisation. D'un point de vue, un rythme qui est adapté à l'entreprise pour qu'on puisse digérer le changement. Hmm. Et certainement, c'est définir les priorités. Et c'est intéressant parce que si tu fais ça, donc la structure, elle est toujours présente, tu essaies de la minimiser, Toujours. parce que bah, donc c'est l'organigramme, c'est la ligne hiérarchique, donc c'est toutes les, mais c'est aussi la gouvernance, c'est la stratégie corporate. Enfin bref, c'est un mal nécessaire, hein, mais qui donne un cadre. On est d'accord. Si on revient sur la distinction entre les deux, moi, ça m'a évoqué assez vite, d'une certaine manière, l'organisation duale de Cotter, donc d'avoir d'un Ouais, côté la structure formelle et de l'autre un réseau informel. Alors dans la proposition de Cotter, comment dire, le réseau informel, il est plus exploratoire, plus sur l'innovation et la structure formelle, plus sur l'exploitation. Et toi, tu dis, bah non, on met on voit l'organisation de manière plus globale. Donc ça, c'est le premier point. Ça ressemble quand même assez à ce principe-là. Et la question que je me suis posée, donc toi, tu essayes de diminuer, ta proposition, c'est diminuer la structure et augmenter l'organisation. Moi, une de mes réflexions, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, c'est est-ce qu'on ne peut pas aussi réfléchir à avoir une structure qui permette plutôt que d'essayer de minimiser la friction, c'est de réfléchir à une structure qui aide finalement oui, mais, l'organisation à oui, faire le oui, job. mais je sais pas si.
J'ai dû mettre les graphiques dedans. Ouais, Euh, Parce qu'en fin de compte, j'explique ça comment, la décomposition, mais en fin de compte, c'est superposé. ouais, ouais. Ce qu'on explique, là, c'est les domaines, c'est Waterman qui dit, je pense qu'on a dû travailler ou être inspiré par Kotter, dans ce cas-là. Et il disait que la direction, c'est la première ligne de défense des équipes. Donc, tu regardes pas vers l'extérieur, tu regardes vers l'intérieur. Donc, la première ligne de défense, deuxième ligne de défense. Souvent on dit, la première ligne de défense de l'entreprise, c'est les ressources humaines, c'est la sécurité, c'est le département légal. Deuxième ligne de performance, de défense, c'est la direction de programme, tout ce qui est lié sur la gestion qui va apporter la valeur ajoutée. Hmm. Ah, donc, on est plutôt sur ce. Oui, oui, mais en réalité, c'est comme ça. Mais à un moment donné, j'ai eu besoin de cette décomposition pour faciliter le dialogue et avoir un message beaucoup plus clair. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, ok, donc on est sur une organisation réseau d'équipe. Et bon, on n'a pas fait du Kanban ensemble, mais on a parlé de Kanban ensemble. Euh, Pourquoi le choix plus d'une organisation réseau plutôt qu'une organisation en flux, plutôt équipe versus chaîne de valeur? J'ai l'impression que la partie chaîne de valeur, c'est un intermédiaire, c'est un point de passage vers un modèle plus agile. C'est les deux, mon capitaine. C'est les deux, ok. Non, parce que je veux dire, un Scrum sans Kanban, ça n'a aucun sens. Et le Kanban, quand il évolue, il ressemble beaucoup plus à un Scrum d'une semaine. Je trouve que ça fait du sens. Après, tout ce qui n'est pas ni l'un ni l'autre, le gros avantage de Scrum, il y a une approche sur la dynamique d'équipe qui est beaucoup plus forte que sur Kanban. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu en fais la démonstration dans le livre, et puis c'est là où tu parles de justement la dynamique kinéfine. Enfin, c'est toute cette vision-là qui n'existe pas dans le Kanban. Ouais. En l'occurrence, à l'heure actuelle, je pourrais dire avec l'entreprise avec qui je travaille, on pourrait faire du Kanban et ça résoudrait une grosse partie de leurs problèmes. Mais ça ne résoudrait pas leurs problèmes. Ah, ouais. C'est parce que leur problème, c'est qu'ils travaillent tous avec des tickets. Hmm. Tu Ouais. vois, Ça, ouais, ça c'est pas bon non plus, quoi. grosso modo, tu as 500 personnes qui travaillent en mode support. Donc j'ai dit, mais je fais des Kanban, bah, ça leur permettrait d'aller mieux, pas de problème, Ouais. à devenir cohérents. Ils devront embaucher des gens pour faire des alignements. Hmm. L'avantage de Scrum, si tu vois comme c'est un méta Scrum, on va leur dire, ils vont pas choisir leur durée, ils vont dire c'est 2 semaines. Mais en 2 semaines, ils disent, ah ben il faut que j'attende 2 semaines pour livrer. Non, tu livres quand tu veux. S'il te plaît, livre quand tu veux. On fait juste un point toutes les 2 semaines. Le gros avantage, c'est qu'on a le même jour où on démarre tous, on s'arrête Ouais, tous. c'est des points de Du coup, synchro. Ouais. Hmm. voilà, c'est la synchronisation et l'alignement entre les différentes équipes. Alors l'alignement, c'est une transition facile, merci. Parce qu'avec cette histoire de réseau d'équipe autonome, Ouais, en fait, le problème, la question plutôt de l'alignement se pose assez vite. ouais, Euh, Si j'ai des équipes autonomes, voire des mini startups, ouais. ça veut dire indirectement que chaque équipe a sa propre stratégie, sa propre mission, sa propre vision. Et donc, bah, comment tout ça s'aligne? Et d'ailleurs, tu vas un cran plus, enfin, tu vas plusieurs crans plus loin puisque tu dis, bah, le backlog de l'entreprise, c'est la somme des backlogs des équipes. Et bien sûr, alors l'entreprise donne la direction, l'étoile du Nord, mais au-delà de ça, comment tu t'assures qu'il y a un alignement? Donc voilà, moi j'ai plein de questions par rapport à ça. Et là, j'ai Mais l'influence. L'influence, je suis influencé par Oshin Kanri. Parce que comme ouais, j'ai un background Kaizen à la base, j'ai fait une session il y a très 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 longtemps. Je m'étais amusé quand on avait fait Lean Kanban, où j'avais lancé le jeu à la con. Quand il y a un speaker qui peut pas venir, un de nous saute dessus sur l'occasion, il fait la session. Et j'avais fait la session en disant que l'agile, ça a amélioré le lean. Et en face de moi, j'avais Jim Benson, j'avais des collègues de Suède, du style avec les couteaux tirés, prêts à bouffer. Et quand j'ai sorti, et le problème, c'est que là, je suis dans mon domaine sérieux, aussi des trucs qui sont, je suis complètement chaud, j'attends de digérer pour avoir un niveau de vanne pour rendre ça plus léger. ouais. J'étais tac, 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 tac. Les mecs, ils étaient comme ça, ce choc, ils m'ont tous chopé à la sortie. Il faut qu'on parle. Et, et, et ça explique l'alignement. L'alignement sur Oshin, c'est grosso modo, il faut mettre une différence. C'est-à-dire que tu as une vision qui est globale, le True North.
Mm. euh, ou l'Étoile du Nord, c'est on définit à haut niveau qu'est-ce qu'on va arriver à faire au bout d'un an, mais Mm. qui n'est pas objectivée, il y a pas, elle n'est pas quantifiée, elle Mm. est presque philosophique. Moi, je veux démarrer mon entreprise et on veut être les meilleurs conseillers en mode entreprise agile dans le monde. Ouais, c'est la vision, C'est la ça se rapproche vision. de ça. Ouais. Mm. Ne t'inquiète pas, à ce niveau-là, vu que là, on est dans une vraiment niche, on devrait être 7 ou 8 à la fin, tu vois. Mais c'est pas grave, on est sur notre domaine. Et après, ça, tu dis, et tu raisonnes, ça, ce serait ton ABR, hein, donc Annual Business Report, donc la grande vision. Et après, tu fais ton rétro-planning, qu'est-ce que je fais pour les trimestres? Mm. Les trimestres qu'on appelle les QBR en OKR, le trimestre, c'est des points d'étape intéressants parce que c'est aussi loin qu'on peut penser en stratégie. Mm. Donc, on va définir stratégie. Et comme les équipes sont autogérées, elles vont s'intéresser, s'autogérer tactiquement pour pouvoir répondre à la stratégie pour le trimestre. Ça, c'est la logique qui va derrière. Mais si je veux un aliment, et là, c'est Washington Recount en tête, j'ai un canevas, ça, c'est la vision. La direction la transmet au département ou aux entités. Chacun le revoit, le corrige et le renvoie au niveau de la direction, ce qu'on appelle le catch ball. Ouais, c'est le remontant, quoi. Voilà. Le Et descendant, le cadre, et puis le remontant avec les ça descend, propositions. ça remonte. Ouais, ok. Et on démarque quand on est aligné. Mm. Donc, grosso modo, et si tu veux voir le lien ici, ce qu'on fait des PI planning, des quarterly, des big room planning, tu sais, on prépare le trimestre, Ouais, c'est l'objectif. ouais, je comprends. Donc ça veut dire que en fait, donc ton organisation agile, c'est un réseau d'équipes autonomes Ouais. au rythme des quarters quelque part. C'est-à-dire que sur un quarter, tu gèles la décision stratégique Oui. et du coup, elles sont autonomes le temps du quarter, mais après, euh, elles se resynchronisent avec l'organisation, avec les autres pour reprendre une décision. Oui, on reprend une décision d'un trimestre à l'autre. Et donc, Euh, l'autonomie, finalement, la réelle autonomie, elle est à l'horizon de temps d'un trimestre. Tout à fait. Euh, C'est intéressant parce que dans le livre, à un moment donné, tu parles d'équipe stable, mais pas d'équipe stable temporelle, d'équipe stable, c'est-à-dire plutôt dédiée. Euh, et, alors, je vais donner la logique. mais finalement, là, bah, juste avant que tu donnes la logique, il y a quand même une Pardon. notion de stabilité à l'échelle d'un trimestre ou d'un horizon de temps court, peu importe si c'est un trimestre ou Ouais. autre. Parce que le problème, c'est ça le truc. Le problème, c'est que si tu restes longtemps, j'ai rien contre, hein. Ah ouais? Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que comme on fait quand on fait la planification, on met le plan, voilà, on définit tous ensemble, et à la fin, je me retrouve les équipes, et comme à l'équipe de foot, on fait une partie de foot dans la cour de récréation, et qui veut plus jouer où? Hein, donc les équipes qui s'adorent, ben, ils vont rester, nous, on reste là ensemble, et après, tu en as bien un qui a dit, ouais, mais ce que j'aime bien, c'est dans l'autre équipe. Il dit, c'est pas grave, donc j'aurai le double de meeting. Et là, j'arrive, vraiment? Donc le truc, c'est que enfin, on va pas forcer, ça va pas ça va pas être top-down, ça va être bottom-up. C'est que si à un moment donné, je lui dis, bah, écoute, j'adore mon équipe, mais je suis un peu fatigué, j'ai envie de faire autre chose, pas de problème, que tu aies cette possibilité de sortir aussi de l'équipe. Donc on part pas dans l'imaginaire, une équipe peut être complètement figée partout. Hmm. En l'occurrence, ce qui arrive fréquemment, c'est que quand tu fais le plan du trimestre, et en fin de compte, on va avoir 5, 10, 15 équipes. Le trimestre d'après, on a 30. Après, on retourne à 25. Parce que par rapport aux objectifs, on va se caler par rapport aux objectifs. Ouais, c'est plus des impact team que des équipes figées. Et c'est super intéressant parce que bah, ça prend un peu le contre-pied de l'équipe stable de l'agilité, donc qui est érigée comme un dogme, enfin qui était érigée comme un dogme, mais plus ça va, plus on revient quand même là-dessus. Et moi, j'avais vu ça comme un paradoxe de l'agilité, effectivement, c'est-à-dire qu'avec l'agilité, on veut gérer du changement, mais en l'occurrence, notre proposition fige l'organisation. Ouais, Et c'est pas forcément ce qu'on veut, quoi. ouais, mais alors du coup, tu arrives, c'est un autre problème. Si mes équipes, parce que beaucoup ils vont te le tourner, ils vont tordre le truc.
Et après, tu as une planification, on va te demander, ah, et toi, Pierre, t'es combien de temps, t'es dédié combien de temps sur le projet? Ah, bah 5%, parce que je travaille. Et Alors, tu arrives sur du ouais. multitâche. Non, non, mais on Bang. parle bien de dédié, mais pas stable dans le temps. Dédié 100% Ouais. du temps. Ça, c'est la base. Ouais. Dans l'agilité, alors toi, t'en parles pas trop comme ça, mais dans l'agilité, on parle beaucoup de l'organisation ambidextre, c'est-à-dire qu'il doit à la fois exploiter ce qu'elle a, donc optimiser son existant, explorer pour être durable et se transformer pour demain. Et donc, ça se traduit par du travail à la fois, je dirais, du business as usual, de faire tourner la baraque, quoi, on va dire, Ouais. et puis du travail où on crée de la valeur vraiment de la pure exploration avec de la R&D. Et en fait, dans certains modèles organisationnels, on sépare ça, bon, c'est pas forcément ce qu'on veut. Et toi, tu amènes ça dans l'équipe, c'est-à-dire, tu dis, voilà, le backlog, il y a la valeur, la R&D et le BAU, pour faire Ouais. simple. Donc ça veut dire que quand tu parlais de support tout à l'heure ou voilà, de faire un petit peu de ci, un petit peu de là pour Mhm. tel produit qui est en fin de vie ou tel service voilà, qu'on maintient, ça veut dire que tu as des équipes qui sont dédiées mais qui sont pas focus forcément que sur ce qu'elles sont en train de faire. Par exemple, développer le produit, elles explorent un petit peu, elles supportent un petit peu. Comment tu Alors moi, gères un petit peu tout ça? ce qui se passait, c'est qu'en fin de compte, c'est juste les conséquences de différentes interventions, tu sais, où je travaille beaucoup avec les équipes, où il y avait l'innovation était toujours clé. Chaque équipe avait un petit bout d'innovation. Ouais, Hein, donc ça, moi, je trouve ça, ouais, c'est super idée, c'est vraiment très bien. Mais tu te rends compte à un moment donné que ton niveau d'innovation est baissé, ton niveau de productivité de nouvelles versions baissé, et tu regardais à peu près dans le backlog qu'est-ce qui se passait. Et tu regardais, ben, on s'occupe de la version du support de 20 versions anciennes, ouais. et on essaie de trouver du temps un petit peu sur la nouvelle. Et tu te rendais compte que ben, ton temps pour réfléchir sur la nouvelle version, il passe de 20% idéal à moins de 5. Hmm. Et là, tu te dis, product owner, faut qu'on regarde ça, hein. J'ai dit, tu peux pas me décommissionner la moitié, parce que là, plus on avance, moins ce sera possible. Ouais. Et là, tu as une discussion qui est hautement stratégique. Parce que là, tu arrives dans la négociation, je dis, ouais, ok, d'accord, on va la sortir des équipes, on va la donner à faire à des équipes support en Inde qui vont s'occuper du maintien des anciennes. Je dis, vous voulez vraiment? Vous voulez pas simplement arrêter et donner une version antérieure aux clients gratuitement comme sur les ordi, tu sais, ça coûte moins cher de la donner que t'occuper du De la support. maintenir. Hmm. Et certaines entreprises, beaucoup de prestataires, moi je faisais partie de Conisant, hein, c'était notre business model, c'est on gagne de l'argent avec le support des vieilles versions. Mais en fin de compte, tu gagnes pas d'argent avec ça. Hmm. Donc, vaut mieux les donner. Donc, le truc, on est vraiment sur une information donnée par les développeurs qui va permettre de réévaluer la stratégie produit. Donc, on est vraiment sur du fil dans les deux sens. Hmm. Et grosso modo, tu mets les indicateurs directement. Si tu mets les indicateurs en amont, hein, on va les collecter au portefeuille, hein, mais par rapport à ce que les équipes font. Hein, ça monte, ça va être consolidé. On n'est pas, on va faire une initiative. De temps en temps, tu as des initiatives. C'est pas mal. Donc, on va dire, OK, donc, quand tu regardes, on va faire, ils appelaient ça du swarming. Je l'appelais aussi comme ça dans mon deuxième livre, swarming. Mais, je dis, le problème, c'est que tu vas dire aux membres de l'équipe de développer et de travailler sur l'autre projet. Donc, tu vas les demander à multitâche. Je dis, non, non, moi, je suis OK pour ton initiative, mais les gars, ils sortent de l'équipe. Parce que c'est pas la peine qu'ils travaillent sur 15 000 trucs à la Ouais, fois. ouais. Hmm. Tu les bouffes. C'est pas sympa. Ça permet d'oxygéner un peu l'esprit. Ça peut être pas mal. Et il faut pas que ça soit plus long qu'un mois. 2 semaines, normalement, pas plus. Même une semaine. Hmm. Et du coup, tu te rends compte, bah, les gens s'y retrouvent. Ok, mais donc tu restes quand même sur le d'être dédié, ok, ça c'est une Ouais, chose, ouais. mais que la part de travail de l'équipe, bah, elle est mixte, un petit peu de l'innovation, du dev, puis du Ouais. support, mais sur un périmètre dédié. Oui, tout à fait, ouais. Donc le Ouais. périmètre va être relativement clair. Après, Hmm. je suis un petit peu anti-objectif parce que je fais partie des gens qui regrettent l'ancien Scrum Guide où on disait on fait du forecasting. On fait Ouais. forecasting en français, c'est quoi La une estime, prévision. une prévision et Hmm. pas un objectif, une prévision.
ce qui permettait de cette dynamique d'innovation plus forte. Ah oui. Si tu as un objectif, c'est beaucoup plus, euh, C'est plus spécifique et ouais, ouais, c'est très, très américain, pas dans le sens que j'aime bien. d'accord. Euh, où on veut créer vraiment une usine. On crée pas d'usine, on crée des laboratoires. C'est un laboratoire d'essai qu'on a, hein. Et tu vois que, et Mais puisse analyser ces données-là. quand tu, je creusais, mais pas trop longtemps, hein, tu parles de mini startup, de laboratoire d'essai, Ouais. d'innovation. Mais on est d'accord, le travail d'une équipe et puis les produits, la maturité des produits dans les entreprises font que une bonne partie de temps du travail d'une équipe, c'est ni de l'innovation, ni de l'expérimentation, ni ce labo d'essai. C'est juste, enfin c'est juste et c'est déjà énorme de développer ou de maintenir. Il y a des moments dans la vie d'une équipe ou du produit ou de l'entreprise qui sont focalisés là-dessus. Donc, est-ce que ton modèle, euh, il est tout terrain ou est-ce que c'est des modèles qui est pertinent dans certains moments de la vie de l'entreprise ou des équipes ou des produits? Ouais, bah bon, bah, comme tout le monde, c'est le modèle pour tout et tout le temps. Ouais, d'accord. Et après? Non, 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 après, c'est par rapport où tu en es toi. Le souci, c'est pas ça, c'est est-ce que tu es prêt à sauter le pas? C'est surtout ça le souci. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, quand les équipes, ouais, mais je suis d'accord avec toi, les équipes, souvent, dans un état lamentable, quand je me balade en France, souvent, je dis, vous faites de l'agile, vraiment? Ça y ressemble pas. Vous avez jamais livré, vous livrez pas souvent, ou il y a plein de trucs qui vont pas, mais qui sont juste sur les fondamentaux. On est plus sur des modèles ici beaucoup plus, pas conceptuels, mais c'est vraiment très terre à terre. Mais quand ça marche pas, c'est souvent on a une architecture qui est complètement pourrie, il n'y a pas de stratégie produit, il n'y a pas de financement, on a des problèmes de direction. Ouais, alors je parlais pas de ça parce que là, considérons que ça marche bien, il n'y a pas de dette, il y a une bonne stratégie, etc. Mais euh, au-delà de ça, parce que en fait, je pense que la confusion, elle est liée que toi, tu mets derrière une maturité de l'équipe ou de l'entreprise pour aller vers l'agilité. Considérant qu'elle a la maturité Ouais. nécessaire, qu'elle a la stratégie, que tout est clair, que les conditions sont les bonnes, mais à un moment Mm. donné, le produit, il est dans un certain, il a son cycle de vie, et imaginons qu'il soit dans le cycle de vie où on est là pour maintenir et pas développer. On n'est plus dans une stratégie de croissance, on est dans une C'est le temps stratégie d'un de... nouveau produit. Hein? C'est le temps du nouveau produit. Oui, mais il y a une phase à gérer. Est-ce que justement, est-ce que c'est OK de le gérer avec ton modèle? Est-ce que on se dit, bah non, ça c'est dans une équipe qui est spécifique, voilà. Mon modèle, il va quand même te dire à peu près qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas agile du tout et qu'est-ce que tu dois faire pour aller sur un stade. Donc, on est plutôt sur des polarités, hein. Il y a le graphique, le modèle en lui-même, mais après, tu as les 12 phases, les 12 ce qu'ils Ouais. appellent, tu as les 5 paradigmes, qui sont plutôt des gros changements de pensée. On va partir, je dis même que le premier phase, c'est le waterfall, hein. Au Ouais. début, ce que j'appelle l'agilité, c'est ce qu'on appelle ça agile entertainment. C'est tu t'amuses le public, on fait ouais. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je suis très peu dans les conférences agiles, parce que ça m'ennuie à un niveau pas possible. Ouais. Après, on fait du waterfall, je dis c'est pas mal, parce qu'il y a un niveau de structure. Tu parles de projet hein, aussi à ce moment-là, Ouais, dans cette je dis, phase. une approche projet, ça peut aider, une approche programme, ça peut aider. Mm. Après, tu lignes où tu apprends à devenir meilleur, et après, Alors, tu ouvres. attends, parce que j'étais très surpris, positivement, hein, mais de voir cette suite, justement, projet, lean, agile, avant de passer à ton organisation agile. Moi, j'aurais presque vu l'inverse, c'est-à-dire agile, lean. Mais non, parce que c'est ça le problème. C'est une erreur. Ouais, L'agile est une évolution du lean. Et c'est pas dans le sens contraire. C'est Lean c'est Mike Biddle qui m'avait expliqué. Il avait piqué le mot agile au Lean Institute en disant il avait apporté ce manifeste. Et tu vois, j'ai un collègue à Paris, un collègue
roumain. J'espère qu'il écoute. Je le salue très fort. Grâce à lui, il m'avait rappelé, il y avait le l'agile manufacturing. Oui, J'avais des potes du Lean qui m'avaient dit avant, ils m'avaient bâché avec ça. Je dis, ouais, ben, j'ai rien de nouveau. Nous, on avait inventé ça. oui, c'est vrai. On avait une petite guerre vraiment d'étudiants attardés. Et en fin de compte, oui. Et le lean, grosso modo, au début, on fabriquait sur, on avait la production de masse, avec une demande très forte par rapport à une offre. Après, on appelait la pensée systémique, où il y a le lean qui est venu, où on fallait répondre à une customisation de masse. Ouais. Le problème, c'est que dans les années 95-96, Lean Institute a dit, ah, on commence à avoir des nouveaux machins qui sortent. On est, comment j'interagis par rapport au marché de niche? Marché de niche. Et Mhm. ils ont apporté, bon, il y a principalement des documents de recherche, un très bon livre, mais c'est plutôt un truc de chez Springer avec plein des éléments de recherche vraiment très intéressant qu'on peut réappliquer maintenant et qui est plutôt sur, en utilisant l'approche, ce qu'on appelle l'agile manufacturing. Ouais. C'est pour ça que Lean n'est pas un pas en avant, c'est un pas en arrière. Et les gens du Lean utilisent beaucoup de techniques agiles parce que ça Alors, débloque beaucoup de situations chez eux. bien sûr, ils ont pris beaucoup de coachs agiles dans le lean, mais tu vas pas faire plaisir aux coachs lean hein, qui voient l'inverse. Eh ben, c'est leur problème. Ils ont tendance, ils ont, ah, c'est notre moment, c'est notre moment lean, Ouais, mais non, qui non, ont mais tendance à tout prendre, le lean startup et tout, enfin, et qui prennent ouais, non, dans par leur exemple, giron. Mais... je prends le cas, par exemple, Popendix, c'était très mignon ce qu'ils ont fait, mais c'était un non-sens. Euh, du Lean Software Development, Lean, c'est pas du software Ouais, development. J'avais ça des aussi, ouais. gros débats dans le comité Lean, il y a presque 20 ans, où ils disaient, oui, ils m'ont fait de l'innovation, on a trise. Je dis, mais sérieusement? Bon, j'avais fait, tu me connais, donc j'ai commencé à bâcher sévère. Il y avait un gars dans l'assemblée, il reçoit un coup de fil le matin. Je suis le directeur de chez Goodyear, on est au centre de recherche. Tu peux passer avant que je reparte aux États-Unis? Faut qu'on parle. Donc Ça c'était, vaut le coup de bâcher dans ce cas-là. ouais, mais les gars qui bâchaient en face, attends, c'était pas des juniors, hein, c'est du gros et ça reste de très bons copains. Ouais, ouais. Mm. Et c'était, mais pour comprendre, on est l'un veut fabriquer les modèles de production, réduire la variabilité, et nous on va augmenter la diversité. C'est Ouais, pas non, du tout le même c'est truc, hein. intéressant. Et puis se positionner sur les marchés de niche avec des avantages concurrentiels éphémères. C'est pour ça que je te rejoins sur le fait que Ouais. la question du produit qui est en maintenance, la vraie question, effectivement, c'est quoi la suite? C'est quoi l'autre produit? Et plutôt que d'attendre que, comment dire, il soit vraiment en fin de vie pour le décommissionner, comment dire, travailler sur le nouveau produit ou le nouveau service plus tôt. Donc c'est beaucoup plus dynamique. Ok, donc ça c'est bien. J'ai encore d'autres questions. Euh, Tu parles d'équipe et de mini startup. Et une mini startup, c'est une petite organisation. Et donc quand on parle de mini startup, euh, la question de de la taille de cette équipe rentre en jeu parce que si on parle de réseau d'équipes, bah, ça peut être des équipes plus ou moins grandes. Et est-ce que tu as un point là-dessus? Alors pourquoi je dis ça, hein c'est que moi, dans mes réflexions, je pense, enfin, je vois l'organisation comme un réseau d'entités stratégiques. Toi, tu amènes la stratégie Oui, jusqu'à l'équipe. Donc, c'est peut-être ça la différence. Et puis, des modèles, enfin, des frameworks comme, ou des propositions comme Unfix, mais il y en a plein d'autres, comme Fast Agile aussi, disent cette entité stratégique, Unfix l'appelle la base, Fast, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais ils disent, OK, on va jusqu'à 150, 200 personnes. Donc, je pense que toi, c'est pas du tout ça l'idée, c'est des petites équipes. bon, ben, Voilà. moi Comment tu te situes par rapport à ça? j'avais un client, on était sur 5000 équipes. 5000 équipes, Ouais. et des équipes petites, quoi. Voilà. Euh, Là, on n'y était pas, mais l'idée, c'est que mes équipes, c'est des pizza teams, hein. Ouais, Donc, d'accord. on reste sur le modèle, parce que le modèle qu'on utilise beaucoup en Scrum, un peu en Kanban, c'est basé sur la dynamique d'équipe, de groupe, Ouais, ok. et ça fait du sens. Ouais. Si tu as 10 personnes, tu ne produis pas plus qu'un 9. Ouais, mais d'accord, donc c'est ça l'idée. Donc plutôt un réseau de petites équipes, on parle bien de petites équipes, parce qu'il y a des startups qui ont 100, 150 personnes. Donc ouais, c'est pour ça que je voulais préciser ce point-là. Mais Ouais. quand tu parles de 5000 équipes, l'alignement, il y a le descendant et le remontant, ça se fait pas en 2 semaines, quoi. L'aliment, c'est pas un problème.
Ah Le bah, problème, c'est le c'est... process d'alignement qui est un problème quand même, hein. La durée de ce Non, process. non, c'est les agendas divers et variés. Oui, C'est, d'accord. non, quand tu as des dimensions comme ça, tu as beaucoup de politique. Alors, Euh, oui, alors ça, je le croise régulièrement, c'est vrai, mais imaginons qu'on n'a même pas ce problème politique. Si je dois me resynchroniser, voire reformer les équipes tous les 3 mois, et j'en ai même pas 5000, mais une centaine ou un millier, je veux dire, c'est un process qui est... ouais, mais c'est pas les 5000 qui vont se reformer. Mais tu es toujours sur une dynamique. Tu as toujours une dynamique, grosso modo, avec 5000 équipes, tu as le même problème qu'avec 20, hein, ou avec 10. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même voir qu'est-ce que vous faites. La nature, vous faites quoi? Vous faites quoi? Donc, à l'heure actuelle, maintenant, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a tous, ou un Jira, un truc comme ça, quand il est bien géré, et qui est le principe d'avoir un élément central qui collecte toutes les informations. Hmm. Et donc, tu peux faire ensuite une consolidation de la vue et tu vois le progrès, tu as le flow, sans déranger les équipes tous les 5 minutes. Les gars, ils sont en réunion, ils cliquent, ils voient tout. Bon, Le pilotage, je vois pas ça comme un problème. ouais. C'est Non, non, l'alignement, non. donc les prises de décision, en fait, en réalité. Ah, les prises de décision, ouais. Alors là, moi, j'utilise des techniques qui viennent du Lean à l'époque. Je faisais du Lean Management. On disait qu'on a deux sortes de réunions, c'est tout. Ouais. On a les réunions de brainstorming, sont toujours limitées en temps. Hmm. C'est 45 minutes, ça peut être plusieurs fois 45 minutes. Et les réunions de prise de décision. Et les réunions de prise de décision, il faut que tu renvoies 3 jours avant les questions. Et la réunion, c'est question 1, voter. Point 2, voter. Point 3, voter. Merci pour venir. Au revoir. Les gens au début sont choqués. Et après, ils disent, on adore. Hmm. On adore parce qu'on n'a pas l'impression de perdre notre temps. Il faut Ok. avoir lu le document. Après, Ouais. tu as le gars qui vient après, il dit, oui, mais moi, je voulais discuter. Je dis, non, c'est trop tard. Mais je veux revenir en arrière. Il faut que tu reviennes la semaine prochaine. Tu vois, il y a des habitudes qui sont ancrées. Ouais, je comprends. C'est même pas trop de la politesse, c'est que on est, à partir du moment où tu conçois que tous les gens de l'entreprise sont au même niveau, même si tu es le patron, hein, un patron suédois, il va te tutoyer, hein, et tu le tutoieras, parce qu'il comprend même pas que tu puisses le vous voyez. Ouais, ouais. On est on est là parce qu'on veut que ça fonctionne. Et on n'a pas de chef, on va dire. Ton organisation, elle est plate, même si ta structure, tu as des niveaux hiérarchiques. Ouais, bien sûr. C'est ça que tu dis. Voilà. Ouais. Et là, on est dans l'organisation. Quand on travaille, on prend des décisions. Et là, il y a pas de niveau qui compte. Ouais. L'objectif, c'est de le rendre le plus simple possible. Donc, on part pour la méthode, c'est simple rules, parce que les règles doivent être simples, parce que le travail que vous avez est complexe, c'est compliqué. Ouais. Alors, si je suis en environnement complexe, avec des règles complexes, avec des problèmes complexes, avec des rôles super complexes, je suis désolé, c'est le bazar. Non, mais on n'y arrive pas, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est tellement simple que tu proposes 3 rôles, hein. PO Oui. équipe et coach agile, quoi. Tu as les flotteurs aussi, mais qui sont des électrons libres plutôt. Enfin, des experts, c'est de Alors, ça a délégation. aidé, hein. Hein? Honnêtement, ça a aidé. Ça, c'est venu d'un architecte avec qui j'ai travaillé. Il m'a dit, oh, moi, je suis un flotteur. Je dis, ouais, c'est quoi? Oh, moi, je suis là pour vous aider, point. Et le gars était extraordinaire. Je dis, mais ouais, t'as raison. Et après, en regardant la théorie de la nuée, on expliquait, tu as des oiseaux qui volent dans la nuée. Hein, ils appelaient ça des salis. Hein, donc, ça vient du verbe saillir du Moyen-Âge, c'est utilisé par les Anglais. Ouais. Donc, les salis, c'est les oiseaux qui volent avec les... Mais tu as également des oiseaux qui vont à droite à gauche, ils vont fureter, ce sont les gleaners. Ils vont piquer un truc, après ils reviennent dans le truc. Et je me suis dit, je fais quoi? J'ai des gens qui sont des experts, qui sont pas des... C'est pas leur nature d'être travailler en équipe. Ouais. Alors, du coup, je fais quoi? J'ai dit, mais écoute, voilà, tu as une expertise, l'équipe a besoin de ton expertise. Chaque fois qu'on a besoin de toi, tu n'es pas dispo parce que tu as le monde entier qui a besoin de toi. Je comprends. Mais maintenant, si de ton côté, tu planifies juste, je viens voir 1 heure par semaine l'équipe, ou une demi-heure, pour checker où ils en sont, donner mon avis, je dis, pas de problème, mais je te donne encore une mission supplémentaire. Il faut que tu fasses du peer programming avec une personne de l'équipe, à savoir que ton savoir doit rester dans l'équipe. Et je Ouais. l'applique à moi-même en tant que coach agile quand je débarque.
Moi, mon relais, c'est les Scrum Masters, ce sont des coachs agiles locaux. Ouais, je comprends. Ouais. C'est pas d'intervenir comme expert, mais plus finalement comme mentor Ouais. pour amener la compétence à terme et les rendre autonomes, parce que on revient sur les Ouais. équipes autonomes. Mais problématique des flotteurs qu'on connaît, hein, enfin, des experts comme ça, hein, ça marche tant qu'ils sont pas goulot d'étranglement, pour que l'équipe soit autonome, prenne des décisions, avance. Mais on sait très bien que c'est pas souvent le cas. Ah, Et donc, si on revient sur ces trois rôles, bon, flotteur à côté, donc PO équipe et puis coach agile, euh, donc la place du management, le coach agile devient le nouveau manager. ouais. C'est ça le point, quoi. Ouais, mais je forme déjà des managers à devenir coach agile. Mais moi, c'était mon sentiment quand j'étais coach agile. Je dis j'étais, parce que maintenant je suis plus coach OKR et coach d'organisation, mais Ouais. j'avais vraiment ce sentiment que finalement les managements nous déléguaient une partie de leur mission parce qu'ils ne savaient pas le faire ou qu'il fallait qu'on montre ou qu'ils n'avaient pas envie de faire parce qu'on avait une certaine approche. Mais je voyais bien aussi le coach agile comme étant l'image du futur du management. Voilà. Mm. Donc là-dessus, je te rejoins pas mal. Mais pour autant, dans ton livre, on parle quand même de management, il y a des équipes de management qui travaillent en Scrum, et on va même jusqu'au board qui devient une équipe Scrum. Donc il y a quand même une place du manager qui reste présente. Parce que l'idée, c'est pas être dans la rupture totale, c'est dans la progression. C'est dans cette transformation Voilà, qu'a c'est dans le plan coach. de transformation. C'est qu'à un moment donné, j'ai les équipes de managers qui deviennent une équipe agile de managers. Donc, Hmm, même la différence, c'est que les équipes, elles vont pas commencer à blâmer les managers. Ils disent, ouais, ouais, mais c'est une équipe agile. Je dis, ah mince, tu vois. Et leur boulot, c'est de vous aider, vous, d'aider. Ils arrivent, ils permettent de faire la bascule. d'accord. Ils permettent de faire la bascule. Et Tout ce que comme tu tu as une équipe de coach agile qui vient aider, en fait, tu les places un Ouais. petit peu au même. Donc Et, ils ont une place dans la transition, d'accord. ouais. Et ici, Transformation plutôt. les équipes de coach agile, c'est principalement, ils dépendent du groupe de people management. Oui, c'est ça, tu l'as raccroché au RH, et c'est un... C'est pas les RH. Enfin, pardon, excuse-moi. Parce que je suis désolé, même si j'avais créé Agile pour les RH il y a quoi, une quinzaine d'années aussi, Oui, j'ai arrêté, c'est désespérant, on va s'arrêter là. Mais tu rends compte, par exemple, les modèles Agile at Scale, qui est un modèle qui est appliqué ING dans les grosses banques que tout le monde veut mettre ouais, en place, où on est sur, on va déboulonner ici le fonctionnel, on va proposer, comme je disais à un moment donné, où tu t'occupes du développement d'un produit ou d'un domaine d'expertise ou du people management. hmm, Et dans la partie people management, on a quasiment tous les coachs agiles. Parce d'accord. que là, on va pouvoir expliquer à ces personnes-là, c'est quoi le rôle d'un coach agile. Donc, tu as beaucoup sur le learning and development, mais également, tu vas t'occuper vraiment de coaching. Et on va avoir différents coachs, différents types de coachs. Parce qu'à un moment donné, en tant que coach agile, t'es Mhm, pas un coach agile, tu fais que du scrum machin. Non, tu vas savoir quoi, comment, et tu vas pouvoir lire. Donc, on fait beaucoup de supervision. À savoir qu'on va s'occuper des trois niveaux, moi, nous, l'équipe, hmm, et nous tous, l'entreprise. hmm, Donc, on va mesurer l'interaction. Et à un moment donné, quand personne n'est pas bien, il faut que tu puisses passer le relais à quelqu'un d'autre. hmm, Après, je vais avoir des gens dans le parti IT, je vais avoir des coachs TDD, je vais avoir des coachs clean code parce qu'on en a besoin. bien sûr. En fin de compte, ils vont faire la matière, mais ils ont les techniques de coaching pour y arriver. Ok, Voilà. très bien. Euh, donc tout ça demande que ce soit pour ces managers en transformation, mais aussi pour les équipes qui deviennent Ouais, autonomes. Autonome, ça veut dire qu'on leur a délégué des prises de décision d'abord opérationnelles. On a enlevé le micromanagement des mains du manager, on les a données dans l'équipe. Et avec d'autres approches, au KR Co, c'est donc on délègue des prises de décision tactiques tout à fait. Oui. puisqu'on les rend autonomes. Euh, alors ça pose des questions parce que, un, ce sont des compétences à acquérir et qui mettent quelquefois du temps euh, à, comment dire, à infuser dans une équipe parce que se définir les objectifs ou peu importe comment on les appelle, déjà individuellement, c'est pas forcément simple, mais se les définir collectivement, ça l'est encore moins. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on a des compétences individuelles et collectives à acquérir. Comme tu vois ça, quoi. C'est comment on accompagne cette transformation ou cet Tu sais, apprentissage.
Quand tu es confronté au problème, tu apprends vite. Ouais, mais d'un autre côté, ouais, confronter, le mot est intéressant parce que certaines équipes n'ont pas forcément envie. Dans ce cas-là, pourquoi elle le ferait? Bah, parce que l'organisation, si elle est en transformation, mais c'est la même question pour les managers, hein. Certains managers, on leur a pas demandé leur avis de se transformer, devenir des coachs agiles. Ah non, Pourquoi non, ils le mais feraient? Bah, parce que l'organisation se transforme. non, 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 on force pas, mais nous, l'organisation, elle se transforme du bas en haut. Ouais. Donc c'est ça qui Enfin, est. si le haut a dit go, quoi. Ah, le haut a dit go, donc on a le Mhm. sponsoring d'en haut, Ouais. mais la transformation se fait du bas en haut. Ouais, donc on a bien les managers entre les deux quand même, hein. Ah oui, mais dans ce cas-là, mais il faut attendre qu'ils se mettent à crier. Et il y a des techniques, c'est comme on va demander à livrer d'abord. Livre, livre, livre. Je dis, ouais, mais si c'est pourri, c'est pas grave, livre. Parce que si tu livres, tu peux avoir un feedback. Ouais. Ok. Et je veux que mes équipes elles connaissent les utilisateurs, elles connaissent le client. Pas un autre service. Non, non, le client, le vrai. Et du coup, très rapidement, ce qui se passe, c'est que ben, les clients, deviennent cul et chemise avec les équipes et ils développent des livres vraiment des trucs bien. Et donc, tu peux approcher de la qualité. Et donc là, grosso modo, les chiffres vont augmenter, la productivité va augmenter, donc tout est bien. Et c'est là que tu as les gémissements qui commencent. Hein, et donc là, tu dis, tu as les managers qui arrivent, ouais, et moi dedans, donc ils vont arriver, oui, mais avec des nouveaux KPI, un truc un peu old school. Les équipes vont dire, vont repousser, il va y avoir des débats. Et là, tu anticipes un petit peu le truc et tu vas les aider à aider les équipes d'un autre angle. Hmm. Ce modo en disant, moi j'avais par exemple des CFO, je dis, voilà, ils m'ont dit, Pierre, c'est quoi l'agile? Écoute, je dis, voilà. L'agile, je crois que je raconte l'histoire aussi dans le livre, c'est que, tu sais, il y a une règle, tell it like it is. Tu peux dire ce que tu penses dans les Ouais, tu réunions. racontes, ouais. Hmm. C'est bien ça. D'accord? J'ai bien aimé cette partie-là aussi, ouais. Grosso modo, tu le fais qu'une fois, mais c'est la prochaine. L'idée, c'est que tu peux le faire à chaque fois. Et après, en me posant la question, j'avais testé avec eux l'idée, et on l'avait fait. Je dis, voilà, maintenant tu gardes ton titre. C'est pas grave, hein. Ton titre, ta place de parking, tes bonus. Et l'argent que tu gagnes beaucoup ou peu, dans l'absolu, on s'en fout. En organisationnel, on s'en fout. Hmm. Tu gardes ton truc, je dis, maintenant, si je te donne les moyens pour faire quelque chose, tu peux faire quelque chose pour créer vraiment de la valeur pour l'entreprise. Et là, du coup, tu as un switch. Là, ils vont tous se dire oui. Et là, tu as une étude de BCG de Boston il y a 3 4 ans, où il explique que personne ne va être manager. Et grosso modo, ouais, je pense que personne ne va être manager Hmm. parce que tu es non productif. Parce que c'est l'évolution de carrière. Et ça me pose Ah enfin, oui, c'est là, l'évolution tu as de carrière raison. traditionnelle, je veux dire. Ah oui, oui, tu as raison. Et Oui. en tout cas, et ça, c'est presque, enfin, c'est une de mes dernières questions. Euh, un des points comment dire, de- des modèles organisationnels type réseau, hein, donc sur lequel Mhm. tu t'appuies, bah, c'est justement l'évolution de carrière. Comme on diminue la partie structure avec les niveaux hiérarchiques et qu'on met Mhm. vraiment l'emphase sur la partie organisation, en fait, les gens ne se projettent pas dans une évolution parce que traditionnellement, parce que le modèle mental, il tourne autour de l'évolution en termes de niveau hiérarchique. Donc, Alors, comment tu alors, gères ça, toi? mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vingtaine d'années à peu près, si tu veux monter dans les grades dans l'entreprise, il fallait que tu prouves avoir complété des projets et des programmes. Et en fin de compte, c'est une progression d'entreprise basée sur le résultat. Ouais. Ou alors la compétence en expertise. Ok, donc on était sur une progression, effectivement, réussir des projets ou Ouais, ensuite réussir des programmes. Et en fait, ouais. c'était bien ça l'idée, c'est-à-dire d'avoir un périmètre de responsabilité qui s'étend, qui grandit. Ouais. Sauf que là, c'est des réseaux de petites équipes autonomes. Donc il n'y a pas de périmètre qui grandit. Ah ben Soit je non, suis dans l'équipe, non, soit je suis... t'as des produits qui grandissent, hein. Ouais, alors donc ça veut dire qu'il y a ça serait plus sur des rôles opérationnels comme PO, PM, Alors, mais ouais, CTO. mais il y a un truc que je rajoute, c'est que c'est l'équipe dans son ensemble qui est responsable du résultat. Quand l'équipe dans son ensemble, c'est les Oui, je oui, bien sûr, bien sûr. engage Scrum, Development Team, Scrum Master et Product Owner. Oui, mais justement, tout ça me pose la question de ta progression individuelle. Et au-delà de la progression, c'est pas pour une question de salaire, c'est plus pour une question de se projeter dans une entreprise dans le temps. Voilà.
comment je me vois évoluer. Tu vas te projeter par rapport à un produit. Tu sais, grosso modo, tu es le directeur du développement qui était grosso modo le product owner de la Mazda MX-5, la Miata, le Roadster. Mhm. Il était product owner du Roadster pendant 50 ans. Ouais, mais donc s'il est product owner de ce produit-là pendant 50 ans, il bloque la place Ah non, non, bien sûr que non. aux autres. Ah non, mais il va raconter, mais c'est très japonais, je veux dire qu'on est sur la recherche de la maîtrise totale, mais qui est plutôt une maîtrise qui n'est pas dans le contrôle, qui est une maîtrise dans la compréhension de l'essence même du produit. Donc il va te raconter tout ça, mais il sait très bien que c'est pas lui qui a fait ça. Donc on Oui, est. ça, je m'en doute, ouais. Mais non, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu auras forcément des gens qui auront des idées de faire autre chose. Et ils vont dire, on voudrait faire ça, parce que ça va créer des opportunités. C'est plutôt dans le mouvement que tu vois l'évolution, Ouais, de oui, tout à fait. pouvoir faire des choix, pouvoir passer d'un produit à un Ouais. autre. Parce qu'en fin de compte, il y aura des frustrations. Hmm. Hein, il y a des frustrations parce qu'à un moment donné, on n'est pas uniquement un servant leader, on est également ce qu'on appelle la Snowden, il y a un constructif irritant. Je dis, ouais, va pas là-dedans, va aussi là-dedans. Donc, qui permettent de prise de décision stratégique. Hmm. À un moment donné, le produit va pas. Mais à un moment donné, toi, ça te démange franchement. Hein, et tu dis, bah, écoute, moi, je voudrais bien tester ce truc-là. Est-ce qu'on peut tester? Et là, tu auras une règle. On avait défini des règles comme ça. Je dis, bah, écoute, si tu fais un kick-off et tu as plus de 5 personnes, banco. Tu nous fais un truc pendant une semaine ou deux ou travaille sur un prototype et on verra bien. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'en fin de compte, on navigue à vue. Hein. Hmm. Pourquoi on suit l'agile? Parce qu'on navigue à vue. Donc, voilà, cette Et, dynamique. et on navigue à vue parce qu'on permet aussi toute cette émergence. Ouais. Euh, J'aimerais bien avoir ton point de vue justement sur la Je vais dire un dualité. truc. Je vais donc un truc auquel tu n'as Ouais, pas vas-y, adressé et que tu aurais dû adresser. vas-y. Et que le fait qu'on ait organisé des équipes s'organisent en tant que start-up, c'est-à-dire qu'on peut également les vendre, les start-up. Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant, ça ouvre d'autres questions. Mais je vais les mettre, je vais les mettre de côté. Cette histoire de, en fait, on laisse la place, ça revient à une question sur l'alignement, mais on permet cette émergence et c'est très bien, comme tu l'as bien amené. Là, si tu as une question, si tu as une idée et que tu arrives à avoir assez de personnes, bah, essayons. Donc, ça laisse la place à l'émergence, donc à la stratégie émergente, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on acte que tout ce qu'on a fait tactiquement, on a essayé, ça devient notre stratégie. Mais tu as aussi une part de stratégie délibérée, Oui? parce que sinon, dans les systèmes complexes, tu fais que de l'optimisation locale, et l'optimisation, la somme des optimisations locales, c'est pas l'optimisation de l'ensemble. Et donc, comment tu arrives à intellectuellement à faire cela, ou pratiquement à faire ce lien entre la stratégie délibérée et émergente? Ah, parce que l'une est un système qui est complexe et l'autre qui est un système qui est compliqué. Ah, c'est intéressant. Le système compliqué, qui est ce qu'on appelle la La version stratégie délibérée, délibérée, ouais, bien sûr. qui était plutôt une version qui est descendante, qui est un modèle productif. On dirait, Jean-Marc Dejongle de chez La Presse à Montréal, il disait Melting the Cow, très la vache, Ouais. qui est parti, bah, je crée un modèle qui ressemble à une factory où on veut faire un truc, on veut Enfin, continuer. il y a des stratégies qui sont des stratégies d'innovation de niche. Là, je parle de stratégie. Oui, Toi, tu as oui, été dans une stratégie plus opérationnelle où effectivement qui est aboutie. On a déjà un actif, on va l'exploiter. Mais il y a ouais. des stratégies amont Ah oui, oui, peuvent oui, être mais différentes là, ce sont et des délibérées. c'est des initiatives, oui, oui, non, mais là, ça permet de nourrir la diversité, comme j'expliquais avant. À un moment donné, il y a certains qui vont pouvoir le rajouter régulièrement, d'autres qui vont le laisser faire. Mais oui, tu as t'as les deux éléments. Hein. D'accord. T'as certains émergents et ceux qui sont amenés. Ah oui, Donc c'est bien une approche un peu mixte. oui, Euh, oui. ok, d'accord. Et les deux s'alimentent. Ok, Ah, tout à fait, oui. super. Écoute, on va bientôt s'arrêter. Donc là, ton livre, moi, comme je te dis, je l'ai dévoré. Je suis J'en pas prie. d'accord avec tout et puis j'ai d'autres points de vue, mais c'est pas très grave en fait. Ah non? On n'est pas parti forcément des mêmes hypothèses, hein, Ok. mais on est relativement en accord sur pas mal de choses. Mais en fait, pourquoi je te dis ça, c'est que tu as surtout évoqué récemment une suite, un manuel. Ouais. Et, et en fait, la question est simple, c'est que déjà dans ton livre, tu as, t'as la théorie, les fondamentaux et tes transformations, tes étapes de transformation. Donc dans ton manuel, tu penses apporter quoi?
Alors, sur les étapes de transformation, je suis allé beaucoup plus dans le détail. D'accord? J'ai fait plusieurs keynotes dans les pays baltes, hein, en Asie et aux États-Unis sur les phases de la transformation agile en 12 étapes, où je rentre beaucoup plus en détail. Et il y a aussi une demande de mon client. Et tu peux me faire un manuel là-dessus. On fait un truc simple, bon, maintenant plutôt un truc relativement simple pour que les gens puissent l'utiliser. Ok. Donc il y aura ça. Je vais le faire un truc vraiment très simple. Vraiment le truc graphique, machin, pour que les gens. Tu sais, c'est manuel, quand tu te poses des questions, tu te grattes, tu ouvres. Ah, ben c'est quoi? Ah, bah oui, je fais ça. C'est les points d'attention que tu vas mesurer par rapport à la dynamique, comment je la mesure la dynamique. Je réponds à quelques questions, quelques petites histoires dedans. D'accord. C'est la mesure, c'est tes cinq, comment dire, expériences que tu notes, customer, organisation, etc. Ouais, Et c'est ça souvent. tourne autour de ça aussi? Je rajoute dedans également l'approche de supervision. Et ça, c'est manqué. Il y aura une autre étape qui va également avec une autre collègue à moi, qui est sur la partie leadership, parce qu'elle travaille sur les thought forms, les modèles de pensée. Et D'accord. elle est coach pour la NASA et pour X et elle fait des trucs complètement délirants. Mais elle a un modèle qui est intéressant. Et si tu penses un modèle, c'est un outil. Il dit, moi, je vais le ramener dans l'outil dans une forme d'histoire cohérente par rapport au reste. Pour qu'on sache, grosso modo, ah ben, si je fais ça, je fais ça. Ok. Donc là, le bouquin, je vais l'appeler Mao. Oui. Manuel. Ah, ce qui est con, c'est que les personnes avec qui je travaille sont principalement chinoises, donc oui, vraiment. Et certains dans les pays de l'Est, ils disent tu me le fais pas rouge. Je suis pas loin. Non, mais faut qu'il y ait un côté fun, faut qu'il y ait un côté fun dessus. Et là, on va l'expliquer sûrement comment je peux faire. Comment je peux faire, comment je démarre. Je suis en phase 1, je fais quoi? Beaucoup Ah ouais, plus. donc c'est très actionnable, très concret par rapport à Ah toi. ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ok, tu vas plus Après, loin dans cette partie transfo, quoi. ouais, après derrière, il y aura un bouquin qui va sortir sur le coaching agile. Ok, Ouais. merci Pierre. Euh, écoute, c'était super intéressant. Merci pour tout. Merci pour ton invitation. Ainsi s'achève le podcast avec Pierre Ness. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne maintenant rendez-vous avec toujours Pierre pour poursuivre la discussion. Ensemble le 6 novembre à 18h30. Vous pouvez nous retrouver sur le meet-up de l'entreprise Agile. Merci, à bientôt.